Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: peut-il y avoir un toit pour tout le monde? La Fondation Abbé Pierre a publié lundi son rapport annuel, un constat inquiétant avec des chiffres accablants. Exemple, plus de 3,5 millions de personnes sans logement ou mal logées aujourd'hui en France, mais aussi pas moins de 600 000 enfants de diverses manières victimes de ce mal logement. Alors, les politiques gouvernementales ont-elles pris la mesure du mal? La crise a-t-elle bon dos dans cette histoire? Comment réduire, sinon éradiquer, ce qui constitue manifestement l'un des plus flagrants creusets d'inégalité? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean-François Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes et de l'information à RCF. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Alors avant de vous laisser tous les deux la parole, je vous propose un témoignage, parmi tant d'autres, vous les connaissez comme moi, des milliers de témoignages. Nous avons choisi celui de Diaryetou Diakité, qui est une mère de famille avec 2 enfants, qui vit dans un foyer depuis des années, qui a fait une demande de logement social et qui l'attend depuis plus de 10 ans. Je vous propose de regarder ces images, c'est Sybille Delettre qui l'a rencontrée. Ils vivent en foyer dans des chambres d'hôtel minuscules ou dans des squats. Selon le 15e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, la France compte 3,5 millions de mal logés, dont près de 600 000 enfants. Diaryetou et sa famille subissent cette situation au quotidien. Depuis 2 ans, ils vivent dans une chambre de ce foyer dans le 9e arrondissement de Paris. Parce que je ne peux pas prétendre avec ce que je gagne, je ne peux pas payer un loyer de 700 € dans le privé ou bien 800 €. Je ne pourrais pas de toute façon, je ne pourrais pas. Et pourtant, Diaryetou a toujours travaillé. Payée au SMIC, elle est en CDI, mais sans garantie, impossible pour elle d'envisager louer un appartement. Seule solution, qu'on lui attribue un logement social, mais là aussi, c'est un vrai parcours du combattant. Le premier dossier, j'ai fait une demande, avant même de me marier, j'ai fait une demande de logement pour un studio. Donc on m'a dit qu'il faut attendre 3 ans pour qu'on ait une proposition. Alors à la suite, c'est vrai que je suis tombée enceinte, j'ai eu des enfants et ça continue, j'ai renouvelé chaque année mon dossier. Rien. Depuis 11 ans, Diaryetou attend le jour où on lui attribuera le logement tant attendu. Et dans ses démarches, elle n'est pas seule. Une assistante sociale l'épaule et suit son dossier au quotidien. C'est vrai que si elle avait une clé, elle me le donnerait aussi. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas eux qui donnent aussi. Eux, c'est vrai qu'ils poussent le dossier. On fait le renouvellement chaque année. On a quand même un suivi, c'est sûr. Diaryetou ne perd pas le moral. Après des années d'attente, elle espère que cette année sera la bonne et qu'elle pourra enfin loger dans un appartement bien à elle. On peut commencer par une question d'ordre général. On a l'habitude, malheureusement, de voir ce genre de témoignages. Est-ce que c'est comme la pauvreté, c'est comme les sans-abri? Est-ce qu'on s'habitue à cette situation-là? Est-ce qu'on va banaliser cette situation-là? Je ne sais pas qui est le on dont vous parlez, mais la société, nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait malheureusement partie de notre vie en société et on ne s'interroge plus sur les causes. D'ailleurs, je parie qu'on va parler longtemps dans cette émission de savoir comment il faut faire pour régler ces problèmes. Mais la question, c'est aussi savoir pourquoi on en arrive là. Alors, les causes sont multiples, elles sont complexes. Il y a l'urbanisation grandissante, il y a le fait que les villes attirent de plus en plus de monde et que les campagnes se dépeuplent. Il y a toute la politique d'urbanisation de logement qui est à revoir. Il y a la question du travail, parce que derrière souvent la question du mal logement, il y a d'abord la question du chômage. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de causes sur lesquelles on passe vite et on essaye de voir, comme l'a fait la Fondation Abbé Pierre, quelles sont les solutions possibles. Jean-Pierre Denis, le problème, c'est qu'il faut s'attaquer aussi aux causes. Vous pensez que c'est ce que dit Jean-François Baudin, les causes, c'est important Oui, déjà délimiter, identifier? Je ne sais pas si je vais oser, mais oui, je vais oser. Et je vois 3 causes qui ne sont pas très politiquement correctes et que je crois qu'il faudrait aborder de temps en temps. D'abord, on parle de logement social et de parc HLM. Un des problèmes majeurs, c'est que sont dans le parc HLM ou équivalent des gens qui n'ont rien à y faire et qui y sont depuis 10, 20, 30, 40 ans parce qu'ils sont arrivés peut-être au début pour des bonnes raisons, parfois à l'époque aussi parce que les conditions d'attribution des logements, je pense à des grandes villes comme Paris, n'étaient pas toujours d'une transparence absolue. Et ils y sont toujours, y compris d'ailleurs, on en connaît dans notre profession. Parce que j'en pense qu'on va avoir du mal à réquisitionner du logement HLM en demandant aux gens des logements HLM qui sont... S'ils ne peuvent pas se loger différemment. Oui, mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans un autre système qui ferait qu'on serait dans un logement HLM pour un temps donné, limité dans le temps?
Ça, une loi pourrait très bien le déterminer, qu'on ne peut pas occuper. Et je suis très étonné de voir que cette question n'est jamais abordée, peut-être parce qu'elle touche à trop d'intérêts. Donc, loger dans les HLM, ceux qui en ont vraiment y ont besoin. le droit et le besoin. La famille qui est dans votre reportage, surtout que ça évolue visiblement. dans le temps. Et ça, c'est pas un besoin. phénomène général, ça. C'est un phénomène que vous pointez du doigt, mais vous pas un plaisantez. phénomène général. Il y a une très faible mobilité dans le logement social. Et il est évident que dans un nombre significatif de logements sociaux, il y a des gens qui y sont et qui n'ont plus de raison d'être. Parce qu'ils avaient au début une famille nombreuse, puis les enfants sont partis, ils sont toujours dans un grand appartement. Ils avaient au début une situation sociale difficile, puis ils ont eu des revenus qui ont progressé, et évidemment le différentiel entre le prix du logement social et le prix du logement privé fait qu'ils ont tout intérêt à y rester. Donc je pense que c'est une question qu'il faudrait avoir le courage d'aborder, même si elle est évidemment très, très sensible. Alors, ça, Premièrement. c'est un premier point. Deuxièmement, tout aussi peut-être désagréable à aborder, mais excusez-moi, je pense que c'est vrai, donc il faut le dire aussi de temps en temps. Pourquoi il y a autant de besoins de logement? Tout simplement parce que des familles sont complètement éclatées. Donc à partir du moment où les familles sont éclatées, le besoin de logement explose. C'est-à-dire qu'évidemment, des familles recomposées, on en connaît tous autour de nous, il faut 2 fois plus de logements à partir du moment où la famille a éclaté. Donc, en amont de la question du logement, il faudrait s'intéresser à la question de la famille elle-même. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les familles? Alors, quelle culture on a autour de ça? Sur ce point, l'avis de Jean-François, parce qu'il est évident que Jean-Pierre prend le problème véritablement loin en amont, mais j'imagine que la crise du logement ne consistera pas forcément à résoudre les problèmes des familles sur la question décomposées, sur le HLM, entre guillemets. je pense que c'est une vraie question, et c'est vrai qu'elle fait un peu mal, et ça vaut effectivement le coup de la poser. Autant sur la question familiale, qui est aussi une vraie question, mais c'est une vraie question de société. C'est-à-dire que parler de la famille, on peut toujours en parler et dire que finalement les familles recomposées occupent plus de logements, ou les familles éclatées occupent plus de logements, etc. Je suis d'accord avec vous, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui va effectivement se dire comment faire aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait plus de logements pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, parce que c'est une évolution de la société qu'on peut contester, ou avec laquelle on peut se dire c'est pas une évolution souhaitable. Malheureusement, c'est l'évolution actuelle. Alors, il y a un point qui revient, Jean-Pierre Denis, il y a un point qui revient très souvent, notamment on l'a vu dans ce témoignage, c'est la notion de précarité. Alors, on voit que cette mère de famille... Point qu'il faudrait peut-être entendre. Alors, Non, mais attendez, on va rester pour le troisième point, non, et on reviendra après sur la précarité. Oui, mais moi, je voudrais quand même répondre sur cette question de la famille. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne où cette question commence à être abordée. Elle est abordée dans le cadre de la campagne électorale qui a commencé entre le Parti travailliste et le Parti conservateur. Et je trouve que c'est intéressant et c'est assez novateur. Évidemment, il faut construire des logements. Mais de l'autre côté, ça fait, on n'en est pas au premier rapport de la Fondation Abbé Pierre, ça fait des dizaines d'années qu'à la limite qu'on en parle. En tout cas, on voit bien que ce problème n'est pas réglé. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi s'intéresser aux causes longues en amont et aux causes, effectivement, je suis d'accord avec vous, aux causes de société. Voilà. Le troisième élément, qui est aussi désagréable, c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui refusent d'appliquer la loi et qui refusent de construire les 20% de logements HLM. Ces villes, on les connaît, je ne vais pas évidemment citer le cas de Neuilly, qui est un peu caricatural, on pourrait en citer beaucoup. Elles ne veulent pas favoriser ce qu'on appelle la mixité sociale. Voilà. Et ça, c'est aussi un problème qu'il faudra aborder. Là, la loi existe, il faut l'appliquer. Alors, peut-être un avis de Jean-François Baudin, notamment sur ce troisième point. Oui, faut-il forcer? Il ne faut pas forcer, il faut appliquer la loi, effectivement. C'est marqué dans le texte qu'il faut que chaque municipalité construise 20% de logements à caractère social. Et il y a des sanctions, en plus, qui sont possibles si ces logements ne sont pas faits. Alors, ça peut prendre 4, 5, 10 ans. On parle de les alourdir. Est-ce que vous pensez que c'est comme d'autres situations, si les municipalités n'appliquent pas cette loi, il faut en effet avant d'alourdir, il faudrait déjà qu'ils payent vraiment des taxes ou des... Non, mais ils préfèrent. Certains préfèrent, mais certains préfèrent payer. D'autres ne les payent même pas encore. Donc on peut toujours les alourdir, mais je pense qu'il faudrait alourdir très sensiblement pour que ceux qui ne veulent pas payer soient obligés de le faire ou contraints de le faire. Alors, il ne faut pas être caricatural, il y a des problèmes de foncier. C'est vrai que je parlais de Neuilly. Bon, il y a un certain nombre de villes dans lesquelles le foncier est excessivement cher. Et donc, construire des logements sociaux coûte extrêmement cher, finalement, parce qu'il faut acquérir le terrain. Mais c'est souvent un prétexte qui est donné pour ne rien faire. Et on peut très bien le comprendre. Un certain nombre de... Mais si on ne veut pas qu'il y ait d'un côté des ghettos de riches, de l'autre des ghettos de pauvres, et aussi... tellement de gens qui finissent dans la rue,
il faut quand même que la loi soit appliquée. Il y a un autre point qui me semble important aussi, c'est les politiques des grandes villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres-villes qui ont la capacité potentielle d'accueillir beaucoup d'habitations sont désertés par les habitants parce qu'on en fait des bureaux, parce que des sociétés rachètent, etc. Il y a de moins en moins de locatifs. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Lille, etc. Donc il y a de moins en moins de logements disponibles dans les centres-villes qui sont pourtant des lieux où potentiellement on pourrait loger du monde. Et s'ajoute une autre inégalité à cela, c'est qu'on est obligé de se loger en dehors des villes, donc loin de son lieu de travail. Donc ça pose des questions de transport, d'achat de terrain, de voitures, etc. Donc on accroît cette inégalité en ne favorisant pas, à mon avis, une potentialité de logement à l'intérieur des centres-villes, où pourtant on pourrait mettre du monde sans handicaper, à mon avis, un certain nombre de sociétés. Alors, Jean-Pierre Denis, on peut peut-être aussi revenir sur cette notion de précarité. On voyait dans ce témoignage que cette femme qui a 2 enfants, donc elle a beau avoir un CDI, et on sait qu'il y a la première question de la précarité est bien entendu reliée à celle du travail, donc du chômage malheureusement. C'est aussi le fait de se retrouver dans une situation comme cette femme. Face à cette femme qui fait une demande de logement, on sait bien qu'il y a des propriétaires qui vont hésiter. Est-ce que c'est là l'un des axes sur lesquels il peut y avoir une politique qui peut lutter contre cette difficulté qu'on a à avoir un logement quand on a une origine africaine, quand on est seul avec des enfants, quand on est au chômage? Du côté des propriétaires, il ne faut pas être caricatural non plus. Vous avez effectivement des gens qui vont demander, et c'est vrai qu'on en connaît, pour loger des étudiants, de plus en plus de garanties, la caution des parents, des amis, des voisins, des grands-parents, des banques. Donc à un moment donné, ça devient complètement délirant. Donc il faut revenir à des relations de confiance humaine un peu normales. D'un autre côté, c'est vrai que les propriétaires, ils n'ont pas envie non plus, et on peut les comprendre, de louer comme ça, sans garantie. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment là que se situe le problème. Moi, ce qui me frappe dans des cas comme celui de cette dame, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en fait dans une précarité relative. C'est-à-dire qu'ils ont un travail, ils ont un revenu, mais que ce revenu les laisse la tête sous l'eau. Quand on parle de précarité, on pense souvent à des gens qui n'ont pas de travail, ont un travail de temps en temps, etc. Donc il y a de plus en plus de personnes, malheureusement, qui ont une situation qui en réalité est assez stable, qui ont un travail qui en réalité est assez stable, mais qui n'ont pas, à qui il manque le petit plus qui fait qu'ils peuvent accéder à ce logement. Et c'est un problème, je pense, pour des milliers de gens. Et honnêtement, je ne sais pas comment il faut le résoudre, parce que ce sont des personnes qui sont légèrement en dessous des seuils qui leur permettent d'accéder à un logement décent. Jean-François Bodin, on ne va pas nous abreuver de chiffres, mais je voyais que le coût du budget, le coût du logement dans le budget familial aujourd'hui dépasse largement le quart traditionnel, ça atteint le tiers. Est-ce qu'aujourd'hui les loyers sont trop chers? Est-ce qu'aujourd'hui, si ça devient de plus en plus difficile de se loger, c'est qu'il y a un vrai problème sur la nature du budget du logement? Probablement. Effectivement, les prix pratiqués dans les loyers, pour beaucoup, sont un peu excessifs. Il faut savoir qu'un propriétaire qui loue son logement, généralement, c'est parce qu'il veut faire une opération rentable. Ce n'est pas par altruisme ou par opportunité. C'est-à-dire qu'il veut que cet appartement qu'il a acheté lui rapporte. Donc après, forcément, lui aussi, son pouvoir d'achat baisse, donc il a tendance à augmenter son loyer. Là, je pense qu'il faudrait, je ne sais pas non plus comment ça peut se faire, mais il faudrait trouver on ne peut pas obliger un propriétaire à baisser ses loyers. Oui, mais puis il faut voir la situation telle qu'elle est réellement. Le prix des loyers, il est en rapport avec le marché de l'immobilier. C'est vrai que le marché de l'immobilier, donc des propriétaires, des achats et des ventes d'appartements, on a cru qu'il allait baisser, je dirais, avec la crise. Or, ça n'a été qu'une sorte de palier ou une légère baisse. Donc, le marché immobilier, depuis des années, est en hausse constante. Et donc, évidemment, ça tire les loyers. C'est un phénomène, je dirais, purement mécanique. Je voudrais juste ajouter un point sur la question des garanties que demandent les propriétaires. Il y a aussi des associations qui existent et qui fournissent... Qui font le relais. Habitat Humanisme, des associations qui se portent caution et qui permettent à des propriétaires qui ne sont pas tous des spéculateurs éhontés de pouvoir louer leur appartement à des personnes qui en ont réellement besoin dans des conditions correctes. Ça me semble important ce point parce que quand on parle comme ça de politique globale, etc., on regarde toujours de très loin. Je suis d'accord avec Jean-Pierre qu'il ne faut pas caricaturer et mettre tous les propriétaires dans le même sac et tous les locataires qui ne payent pas dans le même sac, etc. Et qu'en retrouvant de la proximité, du lien, peut-être par des associations ou d'autres structures, je pense qu'il y a des solutions qui existent déjà à court terme. Simplement,
Aujourd'hui, médiatiquement, ce sont des batailles de chiffres, ce sont des batailles d'experts, ce sont des batailles de budget. Et je pense que ce n'est pas la bonne porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on stigmatise les uns et les autres, on cristallise une situation, mais finalement, on ne rend pas service aux gens qui en ont besoin. Donc, sans doute qu'il faut les deux. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas regarder de haut, mais je pense que ceux qui regardent de près, qui s'engagent et qui accompagnent vraiment les gens qui en ont besoin, ça produit souvent beaucoup plus de fruits et de résultats que des politiques globales qui sont toujours compliquées à mener. Jean-Pierre Denis, les médias aussi ont beaucoup montré des situations où il y a des logements vides, avec notamment des opérations d'occupation de ces locaux, notamment à Paris. Ça vous choque qu'il y ait autant de logements vides et qui soient inoccupés? Est-ce qu'il faut œuvrer par une forme de violence pour empêcher, en effet, que tous ces logements restent vides aussi longtemps? C'est évidemment très choquant. On a du mal à comprendre pourquoi des appartements restent vides aussi longtemps. Honnêtement, il y a des causes assez variées. Il faudrait les regarder pratiquement au cas par cas. Bien sûr, on ne peut pas généraliser. Alors après, sur ces mouvements d'occupation, moi je suis assez partagé parce que parfois il y a une part de propagande. Parfois, c'est vrai que ça permet d'alerter l'opinion publique. Donc je suis assez partagé. Et quand on regarde concrètement des occupations comme celles qui ont lieu en ce moment à Paris, je crois qu'il faut se méfier un petit peu. Alors, Jean-François Bodin, c'est un petit peu comme l'histoire des tentes le long du canal Saint-Martin. Ce ne sont pas des opérations forcément rentables d'attirer l'attention de manière spectaculaire? Je pense que si, par moment, mais ça ne tient pas lieu de politique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on l'aura fait une fois pour attirer l'attention du public ou des pouvoirs publics sur cette situation qu'on aura résolu le problème. Donc oui, pour une fois, oui, pour une opération symbolique, parce que je pense que ça marque les esprits et les gens se disent tiens, il y a un vrai problème, il faut s'y résoudre. Mais quand ça se répète, je suis aussi un petit peu sceptique. Pour en revenir à ce que vous disiez sur les logements vides, je pense qu'il faut faire attention. C'est comme ce que je disais avant, il ne faut pas généraliser. Il y a des logements qui sont vides, peut-être parce que des familles se déchirent sur un héritage ou que l'un des membres de la famille a une maladie grave et est parti en maison de retraite. Donc il faut faire attention. Tous les logements vides ne sont pas l'hôtel particulier de la place des Vosges. Voilà. C'est ça que je vous pense voulez qu'il dire. il faut être très très attentif là-dessus. Un logement vide, ça peut être un scandale en soi, mais il faut aussi savoir pourquoi il est vide. Et je suis d'accord avec Jean-Pierre, il faut être aussi prudent là-dessus. Alors, le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, a annoncé un certain nombre de crédits et d'aides au logement hier, mercredi. 2 jours après la conférence de presse du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Il faut que des associations se mobilisent, médiatisent leur action pour que le gouvernement réagisse, à votre avis? Ah oui, certainement. Certainement, et je pense que c'est la grande vertu du rapport de la Fondation Abbé Pierre de secouer le cocotier une fois par an, en rappelant des choses qu'on savait déjà, en réveillant le gouvernement qui forcément s'était un petit peu endormi parce que ça ne fait pas partie de ses priorités, et ça fait d'autant moins partie de ses priorités que le budget est lourdement déficitaire. Donc c'est bien. Là, autant je suis un peu sceptique sur, disons, l'abus d'occupation de logements vides qui peut devenir un peu caricatural. Autant je pense que le rapport, comme celui de la Fondation Abbé Pierre, ça sert à quelque chose. Et évidemment, le ministre, le secrétaire d'État réagit. On se rappelle qu'il y a un secrétaire d'État au logement à cette occasion, c'est très bien. Jean-François? Rien à ajouter. Je partage totalement l'avis de Jean-Pierre. Et donc, sur cette question de est-ce qu'il faut faire de manière violente une action, il y a également, bien entendu, vous faisiez allusion aux municipalités, il y a également le fait d'encourager le rachat, l'achat d'HLM. C'était une des mesures prônées par Benoît Apparu. Ça n'a pas l'air de satisfaire tout le monde, cette mesure. Est-ce que vous pensez que dans les mesures annoncées par la Fondation Abbé Pierre, c'est comme aussi, bien entendu, d'autres associations, il y a certaines mesures qui pourraient recueillir le consensus général et ne pas opposer une France à une autre? Jean-Pierre Denis. Mais le rachat de HLM et le slogan « tous propriétaires », il est assez séduisant en principe. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un certain nombre de cités dans lesquelles on se dit si les gens étaient propriétaires de leur appartement, peut-être que la cité sera en meilleur état, peut-être que les gens se sentiraient davantage, je dirais, les gardiens de leur propre patrimoine, et ça pourrait avoir un effet positif. Cela dit, il faut aussi faire un petit peu attention, parce que quand on voit le rêve tous propriétaires, c'était l'objectif du Parti travailliste à l'époque de Tony Blair en Grande-Bretagne. Et c'était aussi, il faut le rappeler, aux États-Unis, le rêve de tous les Américains, devenir propriétaires. C'est ça qui a été à l'origine de la crise que nous avons connue, puisqu'on a vu apparaître des prêts à des familles qui ne pouvaient pas rembourser. Donc pour devenir propriétaires, les gens se sont endettés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et résultat, ils sont retombés dans une précarité beaucoup plus grande. Donc c'est un slogan qui est à la fois séduisant et peut-être trompeur dans beaucoup de cas. Fausse bonne idée
Jean-François Je Bodin. ne sais pas si c'est une fausse bonne idée, mais encore une fois, on peut se fixer comme objectif. C'est comme quand on dit qu'il faut éradiquer la pauvreté. Je pense que l'objectif est louable. La question, c'est les moyens qu'on met derrière pour atteindre ces objectifs. Dire tout le monde propriétaire, pourquoi pas? Mais on voit bien dans les exemples que citait Jean-Pierre que si les moyens ne sont pas mis en œuvre derrière, on arrive à des catastrophes. Donc, tout le monde propriétaire, je pense que chacun aspire à avoir son propre appartement, sa propre maison, son propre lieu pour vivre. C'est normal, donc ce n'est pas révolutionnaire en soi. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on s'organise derrière pour mettre les moyens. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'impression qu'on a. Le rapport de l'abbé Pierre l'a montré. Donc attention aux slogans aussi faciles qui font peut-être plaisir, mais qui sont complètement irréalisables. Éradiquer la pauvreté aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause ce slogan. Il faut éradiquer la pauvreté. Oui, 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 on signe tous. Mais comment? Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a quand même des problèmes. Alors, dernier point que je voulais soulever avec vous, il y a une loi qui a été importante, la loi DALO, le droit au logement opposable. Alors là, on est un peu sur la même question de savoir est-ce qu'on peut contraindre des municipalités à appliquer des lois. Là, à votre avis, est-ce qu'on peut tirer un bilan plutôt positif de cette loi ou est-ce qu'elle bloque dans son application aujourd'hui? Mais une loi comme la loi sur le logement opposable, on ne peut en mesurer l'effet que sur 20 ans. Parce qu'on peut toujours avoir un droit opposable au logement si le logement n'existe pas. C'est inapplicable. Et je dis ça parce qu'on sait que dans certains pays, ça a été tenté. C'est, je crois, le cas de l'Écosse. Et évidemment, il faut une longue période pour que, entre le droit opposable au logement et l'existence de logement, ça coïncide un petit peu. Donc, moi, je pense que c'est trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité de cette loi. Je vous propose de passer à notre rubrique suivante, Contrepoint. Jean-François Bodin, en dehors de cette question du logement, d'autres points ont suscité des points d'interrogation, de suspension ou d'interrogation de votre part? Ou un engagement de notre part. Je vais parler d'une action qui s'est lancée à la suite du séisme en Haïti, puisque la radio de Port-au-Prince, Radio Soleil, qui est la radio liée à l'archevêché de Port-au-Prince, a été complètement détruite. Les locaux ont été détruits, les gens, heureusement, n'ont pas été touchés. Aujourd'hui, c'est une radio qui a réussi à remettre un émetteur quelque part dans la ville, et avec 2 micros et 3 chaises, parce qu'il ne leur reste plus rien, tout a été détruit. Ils émettent 12 heures par jour. Voilà. Donc cette histoire fait partie des nombreuses histoires auxquelles les gens ont été sensibilisés. Et les radios chrétiennes en France, la plupart des radios chrétiennes en France, dont RCF évidemment, lancent une opération pour aider à la reconstruction de Radio Soleil via des partenaires traditionnels de collecte de dons. Pour aider cette radio, on a vu, et les gens étaient touchés par la foi des Haïtiens, on sait combien cette radio est importante pour les gens. On en voit aujourd'hui des images de Haïtiens qui se promènent avec des postes parce que c'est leur seul moyen à la fois d'avoir des nouvelles, mais aussi de continuer à vivre normalement. Donc voilà, les radios chrétiennes en France lancent cette opération et ça me semblait intéressant de le dire. Cette mobilisation, c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, mais je crois qu'à la suite du séisme d'Haïti, il faut savoir s'inscrire de temps en temps dans le temps long et se dire, ben voilà une opération qu'on va soutenir et qu'on va essayer d'amener jusqu'à son terme le plus loin possible. Donc j'espère qu'un jour, on pourra parler de la radio reconstruite en Haïti, Radio Soleil. Voilà, donc ce lien entre les radios, j'imagine que côté presse écrite, vous avez été également présent sur cette... affichage de la solidarité à l'égard d'Haïti. Oui, la vie a monté une opération spéciale avec les scouts de France, puisqu'il faut savoir que le scoutisme est le premier mouvement populaire en Haïti. Et donc c'est avec les scouts d'Haïti et les scouts de France que nous allons essayer de faire ce que nous pouvons pour la reconstruction avec donc le réseau des scouts et des guides. En dehors de cela, vous aviez un contrepoint à souligner, Oui, Jean-Pierre. et alors vous allez dire que j'ai le goût de la polémique, mais c'est vrai que je suis un petit peu remonté. Le débat, c'est un débat, on est là pour ça. Je suis un petit peu remonté à propos de cette polémique qu'on voit émerger autour d'un dessin animé sur l'éducation, la lutte soi-disant contre l'homophobie à l'école primaire. C'est une histoire de 2 poissons, un poisson garçon qui aime un poisson garçon, un poisson fille qui aime... Si bon. je me trompe pas. Oui, une initiative privée, financée par des fonds publics bretons, effectivement, et qui affichait le soutien des ministères de l'Éducation nationale, soutien qui n'était pas acquis, et le ministre Luc Châtel vient de dire qu'il n'y aurait pas de soutien à l'Éducation nationale. Et moi, je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat, parce qu'on entend parler de plus en plus d'éducation à la sexualité de plus en plus jeune. Je ne me prononcerai pas sur le fond, la lutte contre l'homophobie, je trouve que ce n'est pas le sujet. Mais franchement, cette éducation à la sexualité de plus en plus jeune, on aurait
je pense, à s'interroger dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les enfants un petit peu tranquilles? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de parler d'éducation à la sexualité, faire de l'éducation à l'affectivité, ce qui n'est pas exactement la même chose? Et je pensais à ça parce qu'il y a eu un rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la contraception en France. Et une fois de plus, on a vu ressurgir ce slogan absolument pas démontré. Il faut de plus en plus tôt faire de l'éducation sexuelle. Moi, je dis, attendez, on a au moins le droit d'en discuter. Ne mélangeons pas tout. Les enfants du primaire, le collège, le lycée, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, bien entendu, vous ouvrez un débat large et je vous laisse le soin de savoir s'il faut en effet éduquer à l'homosexualité en CM1, CM2. C'est un vaste débat. Je vous propose, bien entendu, d'y revenir à une autre occasion. En tout cas, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir. Vous pouvez réagir sur notre site www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Jean-François, Jean-Pierre, pour cette émission de cette semaine. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir, à bientôt.